Bonjour à tous. À la une de ce Smartech, c'est le débrief de l'actu. On va aller regarder cette informatique spatiale, ce nouveau concept qu'a inventé Apple cette semaine. On va vous dire ce que l'on en pense avec mes commentateurs du jour. On parlera aussi des 42 actions qui ont été retenues par le ministre du Numérique pour renforcer notre tech française. Et puis, le sujet de la lutte contre la désinformation est toujours présent, très présent à Bruxelles. La Commission européenne essaye d'avancer, mais sans Twitter à l'évidence. On parlera aussi des premières réserves qui sont émises par la CNIL quant à une fusion possible de la carte nationale d'identité avec la carte vitale. Et puis, deuxième partie de Smartech, on ira regarder cette œuvre d'art monumentale, une sculpture qui est aussi augmentée par le numérique. Son inauguration, c'est fin juin en Ile-de-France à Paris. On vous en dira plus tout à l'heure. Et puis, on terminera cette édition par notre regard sur où va le web avec la FDJ qui compte bien se lancer dans les NFT. Mais d'abord, je vous propose que l'on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de la filière autour de la confiance numérique sous beaucoup de conditions. Il faut pour cela avoir des acteurs solides en matière de cybersécurité et d'identité numérique. On va voir justement dans quelle santé est cette filière. C'est tout de suite dans Smartech. Les commentateurs du jour pour le débrief de l'actu s'appellent Christophe Aulnet, Senior Advisor chez Seven2, Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF, Alain Staron, cofondateur, président d'Artifil. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue, préparez vos arguments. Vous avez le temps. On a d'abord un temps d'interview avec Daniel Le Goguic. Bonjour. Vous êtes le président de l'Alliance pour la confiance numérique. Vous représentez donc notamment ces entreprises de la cybersécurité, de l'identité numérique. Mais qu'est-ce qui recouvre exactement ce terme de confiance numérique? C'est pas juste une façon plus positive de parler de cybersécurité. Non, absolument. Bon, la confiance numérique, l'Alliance pour la confiance numérique a été fondée il y a une douzaine d'années, et a été un peu précurseur puisque c'est elle qui a promu le concept de confiance numérique. Au départ, dans une optique assez technique centrée sur l'identité numérique et la cybersécurité. Mais maintenant, on le voit avec le développement des usages, avec la transformation numérique, avec l'extension des surfaces des usages numériques. La confiance est partout. Et d'ailleurs, elle est... Alors, elle est partout ou elle est nulle part? Enfin, je ne sais pas, en tout cas, il faut la construire partout. Et pour être très clair, elle a des dimensions, on va dire, réglementaires, elle a des dimensions techniques, mais elle a surtout des dimensions d'usage. Et on le voit d'ailleurs, je vais vous donner un exemple très précis, par rapport à la loi qui a été présentée par le ministre Jean-Noël Barrot. Oui. L'ensemble de ces mesures, on le voit bien, sont de dimension politique aujourd'hui. Elles sont plus techniques, elles sont protéger les enfants, protéger les PME, protéger les collectivités locales, protéger les territoires. Donc on voit bien que là, aujourd'hui, les citoyens sont inquiets. Et donc il faut, pour restaurer cette confiance, mettre en œuvre non seulement des réglementations, mettre en œuvre des politiques, et notamment une politique industrielle, puisque les filles, quelque part, de la confiance numérique, c'est la souveraineté numérique et l'indépendance stratégique de la France et de l'Europe. C'est ça, il faut qu'on soit capable, nous, en France, en Europe, d'apporter des réponses technologiques et d'adresser les bonnes politiques publiques. Donc c'est ce que vous faites avec l'ACN, vous adressez ces sujets auprès de nos décideurs politiques. Dites-nous déjà quel est le bilan de santé, je dirais, de notre filière aujourd'hui. Voilà, l'ACN... Parce que là, vous publiez donc un observatoire. Absolument. Que vous avez dévoilé tout récemment, à l'occasion du Paris Cyber Summit, c'est ça? Hier. Donc, on en est où, là, aujourd'hui, en France, sur ces sujets de confiance numérique, principalement, je dirais, aujourd'hui, de cybersécurité et d'identité numérique? Alors, ça va plus loin, puisque les trois piliers actuels, mais qui vont s'étendre, à mon avis, dans les mois qui viennent, c'est identité numérique, cybersécurité, intelligence artificielle de confiance. Oui. Donc vous en avez déjà aujourd'hui des membres qui représentent... Ah bien sûr. Sur nos membres, si vous voulez, on a une croissance exponentielle et en particulier une dynamique vis-à-vis des PME et des startups. Ça, c'est une caractéristique qui va être présentée dans l'Observatoire. Alors, juste pour parler un moment de l'Observatoire, pourquoi on fait cet Observatoire? On le fait depuis 10 ans, parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles sur le secteur précis de la confiance numérique. Au niveau de l'INSEE, il n'y a pas de code. Donc, on a décidé, pour donner au pouvoir public et puis aux entreprises, aux grandes entreprises en particulier, une visualisation de comment se déploie
en France le secteur de la confiance numérique, dans ses différentes composantes. Ouais. Donc on décrit les composantes, on décrit Et donc, aussi... parce qu'il faut dessiner une frontière pour pouvoir identifier quel est cet écosystème. Absolument. Donc le périmètre... Donc là, à l'intérieur donc, de ce périmètre, vous ajoutez les startups de l'IA ? Absolument. Absolument. Et elles sont essentielles. D'ailleurs, bon, juste un point. L'IA, aujourd'hui, et qu'on pourrait appeler l'IA de confiance ou le développement des IA, Oui. est dans la situation, on va dire, de la cybersécurité il y a 15 ans. C'est un système qui est en devenir, en ébullition, qui est très fragmenté, mais qui offre de grandes opportunités et sur lequel il faut être très attentif, d'un point de vue technique, d'un point de vue industriel, mais aussi d'un point de vue politique et réglementaire. On en reparlera, je pense, vis-à-vis des initiatives qu'il y a au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France. Mais pour revenir un peu sur l'Observatoire, c'est un peu prendre le pouls de ce segment, en France en particulier, et en Europe. Alors, définitivement, ce segment est en forte croissance. C'est le secteur aujourd'hui qui atteint la plus forte croissance. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Enfin, l'année dernière, on a les chiffres 2022, plus de 10% de croissance. Alors que c'est la plus forte croissance depuis 2015. Alors qu'on était dans des taux de croissance déjà forts de 7%. Je vous rappelle que le PIB en France était de 1%. Ensuite, c'est un secteur qui est fortement créateur de valeur. C'est celui qui, aujourd'hui, en taux, est celui qui propose le plus de création de valeur par rapport aux autres secteurs. On se compare à l'automobile, à l'agroalimentaire. En volume, ils sont plus grands, mais en valeur et en taux de création de valeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sociétés qui sont fortement créatrices de valeur en termes de technologie, software notamment, mais pas seulement, mais aussi du hardware. Et donc, il y a ce déplacement, en définitive. Ça représente quoi en chiffre d'affaires, si on peut donner un chiffre ? Alors, pour donner des chiffres, c'est un secteur qui représente aujourd'hui 18,7 milliards d'euros en France, plus de 28 milliards aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est le chiffre d'affaires que font les opérateurs du secteur numérique. En France, quand vous dites dans le monde, c'est-à-dire, là, vous me parlez de la filière française exact. Et de ses activités à l'international. Exact. C'est le complément, si vous voulez, de ces acteurs. Alors, comme je vous l'ai dit, les acteurs de la filière numérique, vous avez les grands groupes, alors qui font encore 80% du chiffre d'affaires. C'est les grands groupes, les géants du numérique français que vous connaissez tous, et qui opèrent non seulement sur le marché français, mais sur le marché international. Donc, forte dynamique de ces acteurs, mais le sous-secteur qui se développe le plus, c'est le secteur des PME et des startups aujourd'hui. En nombre, en valeur et en chiffre d'affaires. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se rassembler, de consolider cette filière ? Disons, on n'est pas encore champion du monde ni champion olympique. C'est pour défendre... Qu'on soit clair. Oui, mais l'idée, c'est quoi ? C'est d'aller défendre certains sujets, justement, auprès des politiques ? Absolument. Alors, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Quels sont ces grands débats là, sur lesquels vous vous positionnez en ce moment ? Actuellement, nous, on est depuis un an, moi j'ai été auditionné par le Sénat, par l'Assemblée nationale, sur les aspects réglementaires. Si vous voulez, on est la voix de la filière, on représente la voix de la filière. On s'est d'ailleurs transformé d'une association de 1901 en un syndicat professionnel, d'accord, qui permet d'avoir une discussion, une représentativité auprès des pouvoirs publics plus grande, plus forte. On représente aujourd'hui, on a tous les acteurs quasiment, à part les PME et les startups, parce qu'on est moins connus chez eux. Mais comme je vous dis, l'année dernière... C'est bien parce qu'Alain Staron, avec Artifil, fait la connaissance de l'ACN. Voilà, on a fait 20% de croissance l'année dernière, et sur l'ensemble des membres qui sont 98% étaient des startups et des PME. Donc, parce qu'on a tous les grands groupes aujourd'hui déjà dans l'ACN, mais on voit que la dynamique est vraiment du côté des startups et des PME. D'ailleurs, le plan stratégique de l'ACN, c'est l'axe 2, c'est le soutien aux PME et aux startups, dans toutes ces dimensions, dans les dimensions formation, accompagnement pour les investissements, innovation, accompagnement des startups et des PME dans les dispositifs français et européens d'aide à l'innovation. C'est compliqué pour une start-up de s'engager vis-à-vis des... On en parlera, il s'exprimera, mais c'est ce que me disent mes membres. Mes membres me disent aujourd'hui, je suis perdu. Ou alors c'est un coût énorme. Pour faire un dossier, c'est plusieurs mois, avec des décisions ou des dates qui ne sont pas compatibles avec la dynamique d'innovation de ces startups. Donc, le président de la République, je pense à Vivatech, va annoncer la semaine prochaine de nouvelles mesures très importantes orientées vers les startups et les PME. Nous soutenons, tous les plans d'initiatives qui se font des startups, parce que
on l'a visualisé. Je vais vous dire je vais donner un exemple très précis sur les Jeux Olympiques. Sur les Jeux Olympiques, avec le ministère de l'Intérieur, on a mené pendant un an, 192 expérimentations sur tout le spectre des problématiques de sécurité. C'est pas que du numérique, hein. Il y a aussi de la lutte anti-drone, enfin, il y a tous ces éléments. Mais sachez qu'en résultat, 77% des expérimentations ont été faites par les startups et les PME. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, le barycentre de l'innovation, en France, et c'est dans le monde, c'est le cas, se déplace vers des unités plus petites, plus agiles. Et donc, il y a nécessité pour les grands groupes, et sans doute le groupe EDF, qui a déjà engagé, je le sais, beaucoup d'initiatives envers les startups dans le cadre de ces plans d'innovation, on doit, nous, être attentifs, pas seulement les pouvoirs publics, les grands groupes intégrateurs, les grands groupes utilisateurs, à accompagner ce mouvement. Si on ne le fait pas, on ne fera pas de politique industrielle. Alors, je précise que Bismart est partenaire de cet observatoire publié par l'ACN, par l'Alliance pour la confiance numérique. J'ai moi-même rédigé une petite tribune sur ce sujet avec cette mise en exergue de mon côté de attention, parce qu'un excès de règles un peu nuire aussi à la confiance et qu'on manque peut-être un peu déjà de confiance en nous, en nos propres forces. Est-ce que c'est ça le message aussi que vous voulez faire passer auprès des politiques ? Vous avez raison, parce qu'il faut souligner aujourd'hui, il faut qu'on trait. mise sur nos forces aussi européennes. Absolument. Parce que la confiance, c'est aussi la souveraineté, vous l'avez dit. C'est la souveraineté, c'est l'autonomie stratégique, l'indépendance. Donc c'est maîtriser ces technologies. Si on ne les maîtrise pas, on les subira. Ouais. Que ce soit dans la cybersécurité, que ce soit dans l'intelligence artificielle. Donc après, vous avez raison, il y a un subtil équilibre entre la réglementation et, si vous voulez, l'innovation. Ouais, il ne faut pas tuer l'innovation par la réglementation. Ça, c'est très important. Mais sachez quand même, qu'on soit clair entre nous, et moi, je ne suis pas là pour, on va dire, avoir une langue de bois. Globalement, s'il n'y a pas de règles, c'est le Far West. Et dans le Far West, c'est les Américains qui gagnent. Bon, okay, pour l'instant. Clair un peu. Donc, dans tous les domaines. On l'a vu dans le cloud. Ouais. Hein. Ce qui est intéressant dans l'IA et dans la cybersécurité, même si la cybersécurité, ils ont quand même quelques avancées, enfin, ils sont en avance, sur l'IA, rien n'est fait. Rien n'est fait. Hein. Il y a des pitons qui sont posés, mais je veux vous dire, sur l'IA, il y a des chances pour la France. Alain hausse les épaules parce qu'il est évidemment sur ce sujet tous les jours. On va enchaîner avec notre débrief de l'actu. Vous restez bien évidemment avec nous. Daniel Lecoguic, président de l'Alliance pour la confiance numérique. C'est tout de suite le débrief. Le programme du débrief, c'est avec Christophe Holnet, Senior Advisor chez Seven2, Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF, et Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil. Et restez avec nous, Daniel Lecoguic, le président de l'Alliance pour la confiance numérique. On commence avec ce premier sujet. Alors, on a fait le débrief déjà des annonces Apple dans SmartTech cette semaine, mais je voulais qu'on revienne ensemble pour avoir un peu votre avis sur cette nouvelle ère que nous annonce Apple, l'ère de l'informatique spatiale. Donc on rappelle, il nous explique, et d'ailleurs on va l'écouter le dire lui-même. So in the same way that Mac introduced us to personal computing and iPhone introduced us to mobile computing, Apple Vision Pro will introduce us to spatial computing. This marks the beginning of a journey that will bring a new dimension to powerful personal technology. Voilà une révolution de plus apportée par Apple. C'était au moment de la présentation de son Apple Vision Pro, donc avec un casque technologiquement hyper révolutionnaire. Mais derrière, quel est le modèle de société qu'on nous propose ? Quel est l'avenir que propose Apple ? Est-ce qu'il vous séduit, Julien ? Alors, oui, je ne sais pas si le mot c'est séduire. Je pense que c'est absolument fondamental, cette présentation, parce qu'ils ont lancé une nouvelle plateforme. Et quand Apple lance une nouvelle plateforme, il fait trois choses. D'abord, il regarde comment on interagit avec le monde. Et là, c'est la première fois que sur une plateforme de type mixed reality, enfin réalité mixte, pardon, on est dans un environnement qui est le monde réel. On n'est pas du tout dans un environnement de VR, c'est-à-dire de monde virtuel. Donc ça, c'est le premier élément. Et ils ont posé ça sur la table en disant, vous n'avez rien compris avant. C'est pour ça que ça n'a jamais marché la VR, parce qu'en fait, il faut être dans le monde réel. Deuxièmement, ils ont voulu faire un produit de vision. Il s'appelle Vision Pro. C'est pas tout à fait un hasard, je pense. C'est un produit de vision. Ça va coûter 4 000, 4 500 € avec les taxes en France, probablement. C'est absolument pas un produit commercial. Ça va être lancé probablement d'ici 9 mois, 1 an. Enfin bref, on est vraiment sur un démonstrateur technologique. Et un démonstrateur technologique avec,
comme vous l'avez dit, les meilleures technologies à l'intérieur pour donner l'impression, finalement, la vision de ce que pourrait être un monde de ce type-là. Donc un monde dans lequel on est présent, pas du tout un monde dans lequel on s'abstrait finalement, un monde avec une capacité technologique extrêmement frappante de surimposer des fenêtres, son bureau, d'ordinateurs, des films en 3D, bon, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Et puis cette capacité, et tous les gens qui l'ont testé, c'est pas mon cas, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent, c'est qu'ils ont craqué le problème sur lequel Apple a toujours été le meilleur, c'est l'interface utilisateur. Ils ont craqué ce problème-là, c'est-à-dire que j'interagis avec le monde, avec mes mains, mais où qu'elles soient, ils n'ont pas besoin d'être dans mon champ de vision, et avec mes yeux, c'est-à-dire il suffit que je regarde quelque chose, et un peu la voix, mais ils n'ont pas trop insisté sur la voix dans la présentation, c'est pas tout à fait un hasard, puisque s'il y a un domaine sur lequel, pour l'instant, ils n'ont pas très bien réussi, c'est les assistants vocaux, c'est Siri. Mais en tout cas, ils ont vraiment créé ce nouveau modèle d'interaction qui, semble-t-il, d'après tous ceux qui l'ont utilisé, est absolument exceptionnel. Donc, je pense que tout ça mis bout à bout, ils ont vraiment construit la vision d'une nouvelle plateforme. Que ça se vende ou pas, c'est pas le sujet. Moi, j'entends, je lis, oh là là, ils vont jamais en vendre. Évidemment qu'ils vont jamais en vendre à 4 500 €. C'est pas le sujet. Le sujet, ça va être... D'ailleurs, il le dit dès le départ, il dit c'est que le début de l'histoire. Bien sûr, c'est une itération. Apple fonctionne toujours par itération. Je lance un produit très cher, très coûteux, et puis après, j'itère. Mais alors, ce monde, on a envie d'y être? On a envie de se plonger dedans? Alain? C'est une vraie bonne question. Quand on se repasse au moment où Steve Jobs a sorti le Mac, il y avait le patron de DEC qui disait juste avant, je ne vois pas pourquoi il y aurait des ordinateurs chez tout le monde, chez chacun. Et je suis sûr que tous autour de la table, à l'époque, personne n'aurait imaginé avoir un ordinateur sur son bureau. C'est ce que c'est devenu. Quand ils ont lancé leur iPhone, à l'époque, le téléphone marchait très bien, donc ils en vendaient 350 millions par an, 1 million par jour. Et tout le monde avait son téléphone. Pour téléphoner, donc c'était le téléphone du lien. Maintenant, le téléphone, si je le regarde et je m'isole. Le Mac, je commençais chez moi à m'isoler. La lunette, le casque, là, c'est l'isolement supplémentaire. Au point que si on veut interagir, qu'on a tous ces lunettes sur la tête, et ben on recrée un clone en intelligence artificielle de soi-même. Donc c'est pas vous que je vois, c'est l'IA qui vous reconstruit. Ce sont les yeux de mon avatar. Et voilà. Donc on est dans la croissance de l'isolement. Je sais pas dire si ça va marcher ou pas, puisqu'à chaque fois, Nokia disait iPhone ne marchera jamais, etc. Donc on peut pas dire si ça va marcher ou pas. Clairement, on n'est pas outillé à l'instant T pour savoir comment ça va se passer demain. Ce que ça montre quand même, c'est qu'en privilégiant l'interaction de moi avec l'extérieur, je réduis l'interaction de moi avec les autres. Et c'est une tendance de fond. Est-ce qu'on le souhaite ou pas ? Si on nous avait montré des images aussi de nous évoluant dans la rue avec nos smartphones, le nez collé au smartphone du matin au soir, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu envie d'y aller. C'est pathétique. Ouais. On est tous... on y est et on est content. Je ne sais pas si on est content ou pas. Mais en tout cas, c'est la vie. De toute façon, on n'a pas le choix. On fait ce choix. On n'a pas le choix. On le fait le choix quand même. Je suis pas sûr qu'on serait conscient du choix qu'on fait. Bon, en tout cas, la société dans laquelle on va, c'est une société où chaque individu est de plus en plus isolé et la relation qu'il a avec les autres est de plus en plus intermédiée par la technologie. Oui. Or, l'homme, c'est un animal communicant. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Hein. C'est vraiment que quand Julien, vous dites qu'on est présent, mais on est présent à travers tellement d'artifices technologiques que ce n'est plus exactement la même présence. Christophe ? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont même, en termes de technologie, fait ce qu'on appelle le pass-through, c'est-à-dire qu'on reconstitue la réalité à travers les images qu'on voit, parce qu'en fait, il faut aussi saluer la prouesse technologique, laquelle 2 écrans plus que 4K qui finalement permettent à chaque œil de reconstituer la réalité, mais de façon extrêmement fluide. Donc ça, c'est une vraie performance. Et je pense que ce qui est intéressant dans la façon dont ça a été démontré, c'est c'est une nouvelle plateforme, mais c'est aussi assez incrémental par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire qu'on se projette, c'est aussi une nouvelle façon d'avoir l'expérience Apple. Apple fait du Apple, c'est-à-dire un produit très haut de gamme, se positionne en haut du marché, permet de se projeter, savoir... Bon, effectivement, quelques aficionados l'achèteront, mais ce n'est pas le sujet. De toute façon, les prix baisseront. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prononcé le mot métaverse pendant l'intervention. Donc, il y a quand même un gros tacle à Zuckerberg, sans parler de tout ce qu'il a pu ajouter toujours sur les histoires de vie privée et autres. Et donc, on voit très bien qu'ils veulent vraiment complètement reprendre le leadership. Et on peut se poser la question de ce que ça va vouloir dire par rapport à Meta. Mais moi, je pense que les premières instances d'utilisation de ces produits, on les verra en B2B, soit d'ailleurs avec les produits Apple, mais ça va aussi, je pense, peut-être déverrouiller un peu ce marché en laissant de la place à des gens sur des applications plus maintenance industrielle, éducative, qui seront soit
autour de produits Apple, mais le B2B, c'est moins leur tasse de thé, mais peut donner l'opportunité de finalement redonner un peu confiance sur ce marché-là, de la VR à l'ensemble de l'industrie. Mais là, ils ne nous promettent pas juste de nouveaux usages industriels. Vraiment, les images qui montent, c'est pour dire on est en train d'annoncer vraiment un nouveau monde numérique dans lequel on va vivre. Ouais. Le premier téléphone portable était pro. Ouais. Maintenant, tout le monde en a. Est-ce que parce Moi, je pense que que... c'est pas du tout ça qu'ils ont annoncé. Ils n'ont pas du tout annoncé un nouveau monde numérique dans lequel on va être projeté, etc. Ils sont restés totalement fidèles à leur modèle du Steve Jobs génération 2, qui était de dire l'ordinateur, c'est la bicyclette de l'esprit. Donc ça, c'est juste une nouvelle façon d'envisager la façon dont je regarde un film, la façon dont je travaille devant l'écran de mon ordinateur, la façon dont j'interagis avec mes photos. C'est uniquement ça. Ils ont été extrêmement prudents de ne surtout pas dire Metaverse, de ne surtout pas dire isolement. Est-ce que parce que Apple le montre, l'annonce, ça va arriver? Est-ce que ça va être une réalité selon vous? Ça, je pense que c'est très difficile de le dire, et je pense que c'est la force d'Apple, c'est qu'aujourd'hui, ils ont la puissance financière et ils ont la vision stratégique pour essayer, et pour attendre, et pour pivoter. Enfin, regardons comment a pivoté l'Apple Watch, par exemple. L'Apple Watch, au début, c'était une montre de luxe. On en avait entre 1000 et 15 000 euros si elle était en or, etc. C'était censé être un outil bon. Bref, ils se sont rendus compte que ça marchait pas très bien, que ça se vendait pas très bien. Ils l'ont fait pivoter vers un outil de fitness. Et aujourd'hui, c'est la montre connectée qui se vend le plus dans le monde. Ils ont aussi des capacités d'échelle qui font qu'ils peuvent atteindre des niveaux de prix qui, à un moment donné, peuvent rencontrer le grand public. Exactement. Donc, je pense qu'il faut surtout pas se dire ils y arriveront pas. Après, est-ce qu'ils y arriveront? C'est pas très grave. Encore une fois, ils ont les moyens de tester. Ils ont les moyens de tester et surtout, ils ont proposé une vision. Ouais. C'est intéressant. Allez, on passe à l'autre actualité. 42 actions pour renforcer la tech française. C'est Jean-Noël Barrot qui a annoncé avoir retenu 42 recommandations sur les 92 du rapport remis par la French Tech Finance Partners, qui est là aussi une nouvelle organisation qui est là pour nous aider à renforcer cet écosystème tech français. Sur les 42, 27 seront implémentées immédiatement, 15 instruites rapidement, nous dit le communiqué. Est-ce que vous êtes convaincu par les mesures qu'on trouve dans ce rapport? Alain? On ne sait pas lesquelles seront exactement retenues. Par quelques-unes, la capitale en région de la tech, ce qui est très bien. Mais 92 mesures proposées, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais on n'a pas le rapport. On ne sait pas ce que c'est. Autant je trouve ça formidable qu'on consulte les acteurs et les personnalités qualifiées, c'est très très bien. Elles ont soulevé un certain nombre de problèmes. Elles ont visiblement fait un superbe rapport avec 90 propositions. Bon, on a quand même des exemples. Ah non, mais les 4 exemples sont totalement symboliques. Capitale de la tech en région, c'est sympa à être dans l'avion du président pour les voyages, mais ça n'adresse pas. C'est ça qu'à chaque fois, systématiquement, on soit représenté dans les voyages à l'international. Je suis circonspect sur la communication, à ce point de me demander, est-ce que finalement le rapport ne plaît pas, et c'est une façon de dire oui, on l'a implémenté, puis on l'oubliera, ou est-ce qu'il y a des choses vraiment sérieuses, et pourquoi ne dit-on pas ce sur quoi on va travailler? Le financement de la deep tech, la commande publique, il y a tout un ensemble de sujets. Il y a des vrais sujets. Il y a quand même le sujet des licornes aussi qui est abordé. Il faut arrêter de se positionner uniquement sur la valorisation des startups. C'est bien, je pense que vous avez raison, mais c'est un teasing globalement, puisque les annonces vont être faites la semaine prochaine, vendredi. Super bien, visiblement. On a un informé. Je ne vais pas vous informer sur le contenu. Je laisserai. C'est le président de la République avec Jean-Noël Barrot qui vont venir à Vivatech pour présenter justement le détail des mesures. Vous avez mis sur la table un certain nombre d'éléments qui sont considérés par les acteurs du numérique, notamment les startups et les PME, comme des inhibiteurs aujourd'hui, les dispositifs, la commande publique. Il y aura des annonces sur le sujet. C'est ça qui nous manque. Commenter tout de suite, ça nous manque. Vous aurez tout pour... le label Deep Tech, par exemple, c'est intéressant ou pas? Ou on n'en a pas besoin? Ça c'est dépend. pas le plus fondamental, à mon avis. C'est pas la demande la principale. Je pense que je partage exactement ce qui a été dit. Un, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Deux, il y a beaucoup de choses anecdotiques dans ce qui est sorti. Oui. On va voir ce qui n'est pas encore sorti, donc ce qui sera annoncé ultérieurement. Moi, si je dois donner un point positif, encore une fois, avant de savoir ce qu'il y a dans le rapport, c'est quand même qu'on interroge une communauté financière, en tout cas des gens qui financent les startups. Et je ne vais pas parler à la place de ceux qui le font, mais moi, je suis aussi à la tête d'un fonds d'investissement. C'est évidemment le nerf de la guerre. Vous n'êtes pas partie des 16 membres? Non, pas du tout. On n'a pas été interrogé en l'occurrence, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est pas beaucoup 16 en même temps. C'est quand même qu'on se pose cette question-là en France, question qu'on n'aime pas trop se poser, sur laquelle on n'est pas toujours très bon, et que l'État interroge aussi cette communauté-là. Je trouve que c'est pas inintéressant. Et on avait besoin d'une instance pour ça. On avait besoin de créer quelque chose pour nous aider à comprendre comment faire. Les agoras de ce type sont toujours intéressantes parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé effectivement,
on aurait pu demander à des grands utilisateurs. Hein. Non, parce qu'on a déjà pas mal de syndicats représentants, on a déjà pas mal, dont le vôtre, mais pas seulement, beaucoup de syndicats qui représentent la filière aujourd'hui. Absolument, mais là, la question était posée à des spécialistes qui font des analyses sur comment se passe le développement des startups et des PME avant d'investir, et de leur dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que disent les startups avec qui vous discutez. Mais on pourrait poser la même question et on va la poser aux grands groupes et aux syndicats professionnels. Nous, on a donné notre feuille de route sur les PME, les startups, en disant voilà les points clés qu'il faut aujourd'hui régler. On a parlé de commande publique, on a parlé, il faut les impliquer dans les territoires. Il y a une politique industrielle des territoires à faire. Par exemple, la Bretagne est en avance sur le sujet, mais il faut que les autres régions se saisissent du sujet des startups et des PME. Il y a les accélérateurs dans les grands groupes. Nous, on pense, nous, la CN, aujourd'hui, on promeut un contrat de solidarité entre les grands groupes utilisateurs et grands groupes intégrateurs et les startups et les PME. Parce que, encore aujourd'hui, en mesure, si vous voulez, de politique d'achat, on ne peut pas dire que la majorité des achats qui sont faits favorisent quelque part les PME, les startups françaises. Donc il faut inciter, on ne peut pas obliger, mais il faut inciter, promouvoir, sensibiliser. On a la chance d'avoir quand même un secteur populé par des startups et des PME technologiques en France exceptionnel. Il faut pouvoir le valoriser. Une réaction, mais très rapide, Julien. Là-dessus, juste ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il que moi, j'ai participé il y a 2 ans à une initiative qui s'appelait Scale Up Europe, qui était tout à fait dans le même ordre d'idées, avec une présentation à l'Élysée, avec le président de la République, etc. On parlait déjà des achats dans les grands groupes en Europe. Bon. On voit que 2 ans plus tard, on refait, on réunit, ça prend 9 mois, on fait un rapport et à la fin, des propositions d'où ma seront question, on implémentées avait vraiment besoin d'en repasser par là. Ça, c'est toujours la difficulté de ce genre d'exercice. Moi, je ne juge pas du tout de sa pertinence ou pas, parce qu'honnêtement, encore une fois, je ne l'ai pas vu. Et parfois, ça donne vraiment des résultats, mais on aime quand même bien aussi empiler les rapports. Derrière, c'est pas toujours évident de mettre en œuvre les recommandations. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas levé certains obstacles, effectivement, au financement de nos startups. On passe à la troisième actu, le temps file. On va parler de la lutte anti-fake news. Donc, comment la Commission européenne avance sur ce sujet, sans Twitter, évidemment, puisque Twitter est sorti de ce code de bonne conduite européen. Alors, parmi les propositions, il y aurait l'idée d'apposer des stickers, contenus générés par des IA sur les réseaux sociaux qui diffusent, pas forcément des deepfakes d'ailleurs, mais qui diffusent des images ou des textes générés par des IA. Moi, je mets directement en dessous de tous mes WhatsApp. This content is human generated. Ok. Parce qu'effectivement, il n'y a plus moyen de le savoir. Après, la vraie question, c'est que de la bonne foi des gens qui émettent le message. Comment on fait pour savoir? Comment on fait pour vérifier? Oui. Et chaque technologie qui se dit assez mûre pour démontrer que ce contenu est généré par une IA, l'IA derrière comprend le critère qui est utilisé et le corrige. À Vegas, il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, quand Samsung montrait ses grands clones grandeur nature qui étaient vraiment vivants, l'étage en dessous, il y avait une start-up française qui disait « Moi, je sais détecter que c'est un avatar artificiel parce qu'il n'y a pas les vrais micro-mouvements. » Il fallait qu'il monte d'un étage. Maintenant, il y avait. Maintenant, il y a beaucoup d'outils qui permettent quand même de détecter justement les. Non, je dis le contraire. Oui, mais si, il y en a quand même. Donc, à partir du moment où les plateformes sont au courant, elles devraient, enfin, en tout cas, elles auront un devoir, en tout cas, de le signaler. Sauf que je suis, moi, fournisseur d'IA. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en face de chacun des outils pour faire le contre-mesure électronique, pour faire en sorte que je devienne indétectable. C'est une course sans fin. Et ce qui l'amène en tête, c'est les gens qui génèrent l'IA. Les autres sont en défense. Christophe, sur ce sujet de la lutte contre la désinformation, on est désarmé totalement, peu importe ce qu'on fait. Non, là, en l'occurrence, le DSA, maintenant on va rentrer dans le dur, parce que finalement, je pense qu'on saluait tous les mesures qui avaient été annoncées dans le DSA et le DMA, mais le 25 août, ça rentre en application, qu'on ait signé ou pas le Code of Conduct. Et donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ça, c'est de voir est-ce qu'on va être suffisamment ferme, parce que dans cette guerre technologique, la souveraineté, elle est au niveau européen, elle n'est pas au niveau français. Donc il faut être capable. Et là, un des atouts majeurs qu'on a, c'est de réguler notre marché européen et ses conditions d'accès. Sera-t-on assez fort pour
dans un conflit avec Twitter pour escalader et aller jusqu'à une interdiction. Parce que bon signe parce que Twitter devait être audité, avoir un audit blanc avant la mise en application le 25 août du DSA. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, juste avant encore? Il se retire de cette alliance contre la désinformation. Si vous annoncez une série de mesures et qu'on sent que vous n'allez pas les appliquer, vous allez vous aplatir et ça nous décrédibilisera complètement. Donc je pense que les 6 mois qui viennent sont très très cruciaux pour l'image que l'Europe va avoir sur à quel point elle est suffisamment sûre d'elle pour pouvoir reprendre une place sur le marché. Mais on pourrait aller jusqu'à bannir Twitter, ça vous semble crédible, cette option? Alors, oui. Sortir les muscles, quoi? Oui, sortir les muscles, on peut le faire. À la fin, ça ne marchera pas. On est très mignons toujours à vouloir tout réguler en Europe. Et c'est très bien, on était très fiers de ce DSA, on est très heureux de tout ça. Le monde, c'est pas l'Europe. Le monde, c'est plein d'autres endroits qui ont leurs propres régulations, qui peuvent imposer leurs propres outils, qui aujourd'hui sont ceux qui nous les fournissent. Enfin, soyons lucides quand même. Je veux dire, c'est Google, c'est Twitter, c'est Baidu, c'est etc. C'est pas nous, les petits Européens, avec nos petits bras. Donc, je pense que ça n'empêche pas de vouloir réguler, évidemment. Je pense que c'est une course probablement sans fin, c'est même à peu près certain. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la mener, cette course. Non, mais ça veut dire que ne sous-estimons pas les big tech. En général, jusqu'à présent, en tout cas, c'est toujours eux qui ont eu le dernier mot. Enfin, en bémol, on est des petits bras, mais on est le premier marché. Donc, voilà. Mais ça n'a de sens que si on fait un marché, comme vous dites, un marché unique, solide, qui marche d'une seule tête. L'Europe existe vraiment. Là, on est au cœur de la confiance numérique. Et c'est particulièrement ce que je disais en introduction, un nouvel espace de confiance numérique. Parce que ce soit les utilisateurs, n'oubliez pas les citoyens. Je parlerai d'une partie des citoyens qui sont les familles, les enfants. Ce nouveau monde, si vous voulez, il faut quand même le réguler. Les IA génératives, ça ne peut pas être le Far West, ça ne peut pas être sans règles. Bon, Daniel, j'ai un dernier sujet pour vous sur la confiance, c'est la fusion de la carte vitale avec la carte nationale d'identité, qui est envisagée, c'est un des scénarios qui est envisagé pour lutter contre la fraude sociale. Et la CNIL a émis les premières réserves sur ce sujet. Ça vous semble inquiétant, là, toutes ces fusions de fichiers? Moi, ça me paraît juste un tout petit peu anachronique. C'est intéressant d'y réfléchir, mais enfin, si on pouvait juste déjà penser à la dématérialisation de tout ça, ça serait déjà plus intéressant. Aujourd'hui, j'ai dans mon portefeuille un permis de conduire, j'ai une carte d'identité, j'ai une carte vitale, j'ai plus de carte bancaire parce qu'elles sont dans mon téléphone. Peut-être que ces 3 premières cartes que je viens de citer, on pourrait les avoir dans le téléphone. Alors évidemment, tout le monde y pense, il y a des travaux qui sont menés, il y a France Identité, il y a la carte vitale, Après, franchement, se dire, est-ce que je vais dépenser 400 ou 500 millions pour fusionner ces 2 outils-là, alors que de toute façon, dans 5 ans, je l'aurai j'espère avant, mais bon, je l'aurai dans mon téléphone. Voilà, ça me paraît juste un peu anachronique comme débat, mais... La difficulté, c'est qu'il faut garder la possibilité pour des gens qui sont techno-adverses de pouvoir se faire soigner sans téléphone. Donc autant garder l'ancienne, du coup. Ça ne sert à rien de lancer un projet à X centaines de millions pour faire cette fusion qui servira probablement à peu de gens, en fait. Je pense que ça répond à un enjeu politique qui est l'enjeu de la réduction de la de la fraude sociale, mais qui n'est pas en fait par l'usurpation des cartes vitales, mais qui est en fait essentiellement pour 75% généré par les professionnels de santé. Donc ça ne résoudra pas le problème, mais il y a une démarche un peu symbolique de dire maintenant c'est comme la carte d'identité, donc quelque part c'est beaucoup moins falsifiable. Et je crois qu'effectivement, là, il faut regarder ces projets à l'aune de, finalement, comment est-ce qu'on améliore la relation du citoyen avec l'administration. Et ça va probablement beaucoup plus vers, comme vous le disiez, la dématérialisation que de la fusion de en fait, la fusion Daniel, je n'ai pas le temps de vous faire réagir. Je pense que c'est un sujet sur lequel la CN va travailler de toute façon. Bien sûr. Vous viendrez en reparler. Merci beaucoup, Christophe Honnête de 72, Julien Villeray d'EDF, Alain Staron d'Artifil et Daniel Lecoguic de l'ACN. On marque une petite pause et puis on va partir s'intéresser à l'art sculptural augmenté, évidemment. Vous êtes bien sûr Bismart, vous regardez Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et c'est le moment de notre interview art, sculpture. On va parler d'une œuvre monumentale avec Rachel Chiche-Portiche. Vous êtes la présidente de Danae. Donc Danae, agence de conseil en ingénierie culturelle. Vous êtes positionnée en particulier sur les NFT. Le Web 3 au sens large, vous adressez les galeries, les artistes, les institutions, et donc vous êtes partie prenante dans ce projet qui s'appelle Ether et dont on peut d'ailleurs déjà regarder le résultat en Ile-de-France. Ça se passe à ici les Moulineaux, sur la pointe de l'île Seguin, une œuvre sculpturale et monumentale qui sera inaugurée officiellement fin juin, et c'est une œuvre
augmentée. Elle s'appelle Ether, Ether pour égalité. C'est une œuvre imaginée par le sculpteur Kohei Nawa et donc Danae. Alors expliquez-nous déjà ce que représente cette œuvre, pourquoi elle est là, toute sa symbolique. Bonjour, merci de me recevoir. Alors cette œuvre en fait est une commande publique. C'est Danae.io a été lauréat du marché public du département des Hauts-de-Seine sur cette statue de l'égalité. Et l'œuvre a été présentée en collaboration avec un artiste japonais, Monsieur Kohei Nawa. Et c'est lui qui est l'auteur de cette œuvre. Quant à nous, nous sommes maîtres d'œuvre et donc nous l'avons réalisée physiquement et matériellement. Et, donc ça représente quoi? Une goutte d'eau, c'est ça? Ça représente plusieurs gouttes d'eau inversées qui symbolisent l'égalité. Et au dire de l'artiste, l'égalité, la verticalité de l'œuvre représente un homme qui se dresse par opposition au niveau de la mer et à la terre qui représente finalement la gravité. Et alors, cette sculpture, elle sera donc augmentée, c'est-à-dire qu'on va y adjoindre d'autres œuvres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en réalité augmentée? Donc il faut charger une application, c'est ça, prendre en photo, filmer en fait l'œuvre pour accéder à quel type de contenu? Alors, il va y avoir plusieurs contenus. L'application de réalité augmentée va être attachée à la fois à la statue, mais également va représenter. C'est une application de médiation culturelle accessible et gratuite pour tous. Elle va partir de la station de métro. Et ce sera donc un parcours de 10 points de la station de métro jusqu'à la base de la statue, qui va représenter et présenter des figures emblématiques de l'égalité liées à la musique, puisqu'on est juste devant la scène musicale. Oui. Et arrivé à la base de la statue, la réalité augmentée fera apparaître d'autres œuvres de l'artiste, mais en réalité augmentée. Et pourquoi ce choix d'avoir augmenté l'heure avec de la réalité augmentée? Alors, c'est un choix, c'est un parti pris résolument fort de notre projet, du projet Danae sur cette œuvre. Et ensuite, c'est le jury, évidemment, qui a choisi... Mais pourquoi ce choix? Je pense que c'est un choix... que vous avez fait, je veux dire, votre proposition à vous. Nous l'avons fait parce que nous considérons que l'art évolue, qu'aujourd'hui, l'accessibilité et la médiation culturelle doit se démocratiser d'une façon aussi plus proche des nouveaux publics et des audiences plus jeunes. Et donc, on a considéré que c'était vraiment intéressant de mêler, parce que Danae.io, on est vraiment dans cette hybridation entre les œuvres physiques et les œuvres digitales. Et donc, on a considéré que c'était vraiment intéressant de mêler cette œuvre physique monumentale qui mesure 25 mètres de haut et une application de réalité augmentée totalement digitale. Et vous parlez de médiation culturelle. En quoi la réalité augmentée permet cette médiation entre l'artiste, l'art et le public? Le contenu. Vraiment essentiellement le contenu. Donc le contenu, Donc une explication de l'œuvre, c'est pour donner accès à la compréhension aussi? En l'occurrence, en partie, mais c'est surtout la présentation de figures emblématiques de l'égalité. Donc c'est vraiment un parcours qui est destiné aux visiteurs et qui va lui permettre de recevoir du contenu relatif à l'égalité, puisqu'il s'agit bien de la statue de l'égalité, tout au long de son chemin jusqu'à la statue. Donc, et ensuite, il y aura d'autres œuvres en réalité augmentée, mais sur le parcours de... Et alors ce choix justement de le faire sur un parcours aussi, c'est assez étonnant ça. C'est vraiment l'idée, c'est ce que nous avons proposé au département et aussi en collaboration avec leurs services. On a cherché à faire quelque chose d'assez consistant en termes de contenu et d'assez large qui puisse à la fois rassembler l'égalité, la notion d'égalité, les illustrations et également l'œuvre de l'artiste et son... C'est-à-dire que ça, vous occupez davantage aussi l'espace public, en fait, avec cette œuvre. C'est pas juste un site sacralisé. On occupe l'espace public à l'intérieur de l'île Seguin, oui, et c'était vraiment une volonté.
Merci beaucoup Rachel Chichportiche, présidente de Danae, donc qui est partie prenante sur cette œuvre sculpturale que l'on peut déjà découvrir sur la pointe de l'île Seguin et qui sera inaugurée le 28 juin. Le 28 juin, exactement. Pour être tout à fait précise. À suivre dans Smart Tech, où va le web. Eva va nous raconter pourquoi et comment la FDJ, la Française des Jeux, est dans les starting blocks pour se lancer dans le Web 3. Jeux d'argent et NFT vont-ils enfin se rencontrer ? Eh bien, bientôt, peut-être, la Française des Jeux souhaite se lancer dans l'aventure des tokens. C'est une annonce de la PDG Stéphane Pallez. Ce serait une première pour une entreprise de jeux d'argent en France. Et les cas d'usage pourraient être nombreux. La FDJ peut par exemple créer des représentations numériques de ses produits. Imaginez des tickets à gratter ou des jeux de loterie en version NFT. Les joueurs peuvent alors collectionner, échanger ou même vendre ensuite leur NFT. L'entreprise peut également se servir des NFT pour proposer des promotions spéciales et offrir des NFT exclusifs à certains joueurs. Elle s'ouvrira d'ailleurs aussi à d'autres publics. Mais attention, ce n'est pas pour tout de suite. La Française des Jeux patiente le temps qu'un cadre réglementaire soit défini, car pour l'instant, il n'existe pas. L'autorité nationale des jeux y réfléchit depuis plusieurs semaines dans l'objectif justement de faire entrer ces activités Web3 dans le cadre de sa régulation des jeux d'argent. En attendant, la FDJ se tient prête. Elle a d'ailleurs déjà investi 75 millions d'euros ces dernières années dans les technologies innovantes. Ce sont les mots de la PDG lors de l'Assemblée générale et nouer des partenariats avec des startups de la French Tech spécialistes de ces nouvelles technologies blockchain. Et voilà, c'était Smart Tech, c'est déjà terminé. Merci beaucoup Rachel Chichportiche, présidente de Danae. Le Web3, c'est votre sujet aussi. Merci à tous de nous suivre très régulièrement dans Smart Tech. Vous nous regardez sur Bismart, vous pouvez nous suivre également en podcast. Et je sais que vous le faites déjà souvent. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et fin de semaine aussi.